L'OMS, aujourd'hui, elle te dit qu'il y a 15% de la population qui est handicapée. En 92, les personnes handicapées étaient soit cachées, soit chez elles. Donc ça a commencé comme ça, tout petit. Dans cet épisode, on reçoit Amina Slaoui, présidente du groupe AMH. À 32 ans, alors qu'elle était en voyage, elle a vécu un accident qui a changé sa vie. De retour au Maroc, elle rejoint l'AMH qui soutient les personnes en situation de handicap et qui devient une des associations les plus importantes au Maroc. Elle participe à son développement en tant que groupe d'entrepreneuriat social et crée des centres de rééducation qui ont permis d'accompagner des milliers de personnes. On s'est dit, la première chose qu'on va faire, c'est créer un centre de rééducation. Sa Majesté le roi, quand il était prince héritier, il est venu inaugurer le centre. Aujourd'hui, entre l'AMH et l'institution Tahar Sebti, on emploie à peu près 260 personnes. Le plus grand téléthon, celui qui a eu la durée la plus longue, c'était 8 heures d'antenne. Ça s'est jamais vu dans la télé marocaine. Ça, ce sont des chiffres qui parlent. C'est pas parce que tu es en fauteuil que ça va changer les choses. So what? Moi, je reste Amina, que tout le monde connaît, sauf qu'au lieu d'être debout, je vais être assise et je vais leur montrer de quoi je suis capable. Elle me disait, everything happens for a reason. Amina Slaoui, bienvenue. Alors, Amina Al-Araqi, c'est mon nom de jeune fille. Okay. Slaoui, c'est mon nom de femme mariée. Et merci beaucoup de m'avoir invitée. Très heureux de te recevoir. Ouais, moi aussi, très heureux de te recevoir. Moi aussi. Aujourd'hui, on va parler de plein de sujets différents. On va parler d'entrepreneuriat social, on va parler de ton parcours, on va parler du groupe AMH, de ton engagement associatif, de tes engagements associatifs, puisqu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, et revenir un peu sur toute cette histoire. Donc voilà, c'est un peu le programme et les sujets dont j'aimerais parler. Avec plaisir. Génial. Est-ce que je peux commencer par te demander de te présenter ? Ok, alors donc je m'appelle Amina, j'ai 65 ans depuis quelques jours. Je n'arrive pas à y croire, mais c'est le cas. Donc, j'ai 4 enfants. Je suis mariée avec Ibrahim Slaoui depuis de longues années. Et je m'occupe de 2 associations, principalement. Il y a l'AMH, l'Amicale marocaine des handicapés. Et il y a l'institution Tahar Sebti, qui est une école primaire. Voilà, en gros, ce sont les grandes lignes, on va dire. Les deux grands engagements. On va revenir étape par étape sur toute l'histoire et ton parcours et tout. Mais je pense pour commencer, c'est intéressant de savoir aujourd'hui c'est quoi le groupe AMH et c'est quoi l'institution Tahar Sebti. Ok, alors en fait, on s'était appelé le groupe AMH en 2011 parce qu'on avait envie, si tu veux, de sortir un peu de l'idée des associations dites caritatives. Ouais. Et on s'était rendu compte que si on ne professionnalisait pas nos activités, on allait très rapidement disparaître. Donc, ce qui était très important pour nous, c'était la pérennité de l'association. Et du coup, moi, j'ai pensé à l'entrepreneuriat social. Tu sais, tu ne réinventes pas la roue, tu vas voir ce qui se passe ailleurs et tu sais de faire la même chose. Donc, du coup, on s'est défini comme étant des entrepreneurs sociaux. Ouais. Donc, je pense qu'on était les premiers. Ouais. Et on a décidé de s'appeler groupe AMH parce qu'on fonctionnait par pôle et que ça faisait plus institutionnel, si tu veux. Aujourd'hui, on a changé l'identité visuelle du groupe AMH. Le groupe AMH est redevenu l'Amicale marocaine des handicapés avec une identité visuelle que je vous invite à découvrir sur les réseaux sociaux, que j'aime beaucoup, moi. Okay. Et qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus enveloppante, beaucoup plus bienveillante, moins institutionnelle. Mais on fonctionne toujours de la même manière. Et aujourd'hui, entre l'AMH et l'institution Tahar Sebti, on emploie à peu près 260 personnes. Donc on est ce qu'on peut appeler une grosse PME. Ouais. Et donc, tu parles d'entrepreneuriat social. Donc c'est finalement une entreprise, mais sans actionnaire. Absolument. Donc, tu peux nous en dire plus? C'est quoi exactement un groupe d'entrepreneuriat social? En fait, il faut savoir... pour parler de ça, il faut d'abord que je parle peut-être de l'AMH. Bien sûr. Vois. Et dire que l'AMH est une association qui a été créée en 1992 par Si Mohamed El-Khadiri, Si Mohamed El-Azri et 3 autres personnes. Donc, il y avait 5 fondateurs. Et ce qui faisait, si tu veux, un peu la beauté de la chose, c'est que c'était des personnes handicapées qui avaient créé cette association. Jusque-là, il y avait des parents ou il y avait des amis de personnes à mobilité réduite. Là, c'était des personnes handicapées qui avaient décidé de se prendre en charge. Et ils l'ont appelé Amicale marocaine des handicapés parce que déjà, dès le départ, on avait envie que ce soit plus qu'une association, mais
un lieu où se rassembler, partager, s'entraider, etc. Donc ça a commencé comme ça, tout petit. 5 personnes, hébergées par Mme Aïcha Sarrab, qui était présidente de l'Union des femmes, donc à l'Union des femmes. Donc on était avec Aïcha Chidna. Donc Aïcha Chidna, Solidarité féminine, commençait tout juste sur l'association, nous aussi. Et on était dans 2 bureaux adjacents. Ok. Et on est resté là-bas pendant longtemps, je crois qu'on est déménagé. Et petit à petit, on a grandi. Parce qu'il se trouve que, entre-temps... de 5 à 260. C'est ça, ouais. C'est ça. Mais j'ai eu un accident. C'est ce qui m'a fait revenir au Maroc après quelques mois de rééducation. Mais peut-être qu'on pourra en reparler aussi. Parce que je pense que ce côté-là est intéressant à partager. Et donc, je les ai rejoints très rapidement parce que... Tu sais, le hasard, il n'y a pas de hasard en réalité. Il n'y a que des rencontres. Ouais. Et moi, je les ai rencontrés une semaine après mon arrivée et je les ai rejoints. Et puis, c'est fou le timing sur ce genre qui s'était lancé quelques mois avant. Quelques mois avant, et qu'ils avaient fait un téléthon sans télévision. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà prévu d'organiser un téléthon pour faire connaître un petit peu la cause des personnes handicapées au Maroc, parce qu'en 92, on ne les voyait pas. Les personnes handicapées étaient soit cachées, soit chez elles, faute de rééducation, faute d'aide technique, faute d'absence de fauteuil. Enfin, je veux dire, toutes les raisons étaient bonnes. Tu ne voyais pas les personnes handicapées dans la rue. C'est ça. Parce que la première lutte, c'est même la cause. En parler. C'est en parler. Dire, avant amis, même d'aider, c'est en parler. Oui, c'est l'OMS, aujourd'hui, elle te dit qu'il y a 15% de la population qui est handicapée. Au Maroc, on reconnaît 5-6%, et encore, c'était un recensement d'il y a 20 ans. Mais on est beaucoup plus que cela. Et tout le monde connaît des personnes handicapées. Bien sûr. Donc, si tu veux, ce qui était important pour eux déjà, c'était, parler de la cause. C'était qu'il y a des gens handicapés au Maroc, réveillez-vous s'il vous plaît. Et comme la télé ne les avait pas suivis, ils avaient imaginé d'organiser un convoi de solidarité. Je crois qu'ils étaient 17 voitures avec des écrivains, des artistes, des amis. Et ils ont fait 17 villes du pays. Ils ont fait un vrai convoi où ils ont porté la parole. Et ils ont montré des personnes handicapées, ils en ont parlé, et ils ont quand même recueilli 7 millions de dirhams. Ah ouais. Ouais, sans télévision. Ça, c'était le premier téléthon. Ça, c'était le premier téléthon. Qui n'était pas un format téléthon comme on le connaît. Qui n'était pas un format télé, téléthon, voilà. Moi, je suis arrivée juste après. Il se trouve que moi... Comme quoi, c'est faisable, même oui, en se disant bien sûr que c'est faisable. Pas, on peut quand même... En fait, ils étaient tellement portés par la cause, tellement engagés, tellement... enthousiastes finalement, parce que c'est un sujet dont on ne parlait pas. Et puis eux-mêmes étant handicapés, ils avaient besoin qu'on pose ce sujet sur la table. Ouais. Donc ils ont fait connaître le handicap au Maroc, véritablement. Ouais. Et c'est hyper intéressant. On va y revenir. Moi, j'aimerais revenir peut-être au début, avant de revenir sur tout ça. C'était qui, Amina, à 18 ans dans quel contexte tu as grandi? Quelles études tu as choisies? Ok. Alors, Amina a 17 ans et demi, parce que j'ai mon bac à 17 ans et demi, 17 ans. J'étais une jeune fille, comme toutes les jeunes filles. Je veux dire, je venais d'avoir mon bac, j'étais très contente de partir à l'étranger faire mes études. Donc, je suis allée, je ne savais pas quoi faire. Comme beaucoup de gens. Et mon père me disait, écoute, fais du droit, ça mène à tout. Donc, me voilà inscrite à Assas en 1977. Ok. Et c'était une fac d'extrême droite. Alors, nous, on n'était pas du tout politisés au Maroc. Je suis arrivée dans cette fac d'extrême droite. Donc déjà, j'ai pas trop aimé la fac, mais j'ai quand même fait B4 ans. J'ai une maîtrise en droit international privé, mais sans vraiment aller à la fac, parce que j'aimais pas du tout. Et puis ensuite, j'ai intégré Sciences Po. Il y avait déjà les concours passerelles, donc j'ai intégré Sciences Po et j'en suis sortie en 1984. Et j'avais pas trop envie d'entrer au Maroc à l'époque, parce que je me disais, j'avais envie de vivre libre, me retrouver dans la maison de mes parents, à travailler je ne sais pas où. C'était pas très, on va dire... C'était pas le plan. C'était pas le plan. C'était pas le plan initial. Et donc je rentre pour les vacances en 1984 pour dire à mes parents, mais je vais rester en France et je vais me marier avec un Français et je vais faire ma vie là-bas. Sauf que... Il n'y a pas d'hasard et que des rencontres. Exactement. 2 rencontres importantes. La première, c'est celle avec celui qui est devenu mon mari.
dont je suis follement tombée amoureuse. Mais c'était juste dingue comment je suis tombée amoureuse de lui, alors que je le connaissais depuis longtemps et qu'il ne me plaisait pas particulièrement. Et la deuxième rencontre, c'était Abdelaziz Alami, qui avait une maison dans le Nord et qui m'avait invité à prendre un thé, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Hein. C'est lui qui m'avait invité à prendre un thé. Donc j'étais allée le voir et il m'avait dit, écoute Amina, tu ne pars pas en France, moi je t'offre un poste à la banque. C'était la BCM à l'époque. Rentre, c'est une super bonne école, tu vas tout apprendre de l'écosystème et tu ne le regretteras pas. Et en fait, je l'ai écouté. Je l'ai écouté et je suis rentrée à la BCM. Et j'y ai travaillé pendant 5 ans, mais pas dans le domaine de la finance du tout, parce que moi, j'aime pas du tout les chiffres, ni tout ce qui est bancaire, ni tout ce qui est finance. Donc, j'étais plutôt à la communication et au marketing. Et en fait, j'ai passé 4 ou 5 années absolument géniales, avec mon supérieur était plus jeune que moi, il s'appelait Jamal Harouchi, mais c'était un hyperactif. Et on s'est bien amusés, en fait, tous les deux. Et on a changé l'identité visuelle de la banque, on a beaucoup travaillé sur la qualité, on a fait des campagnes importantes. Et donc, ça m'a appris le métier, en fait, de la communication. La communication. Et du coup, je me suis mariée, entre-temps, en 85. Et comme j'ai eu 2 enfants, j'ai demandé à Abdelaziz Alami si je pouvais travailler à mi-temps. Et il m'a donné le mi-temps, ce qui était quand même... exceptionnel. Ouais. Et ensuite, j'ai décidé de quitter la banque pour créer ma propre société de communication avec une des personnes avec qui on travaillait et qui était notre fournisseur. Et on a créé une société avec Patrick Flamand qui s'appelait Imago. Voilà. Agence de com. Agence de communication. Voilà. Et ça, c'était en 80. Donc ça, c'était en 89. 89. Okay. Donc on a eu l'agence, c'était pépère. Franchement, on n'avait pas envie de trop grandir, c'était parfait. Ça se passait bien, vous aviez vos clients. On avait nos clients, ça nous permettait de... Travailler plutôt avec des groupes bancaires ou pas forcément? Non, pas du tout. Tout type de clients. Tout type de clients. On a travaillé avec Africa, on a travaillé avec on avait des gros clients. On travaillait surtout l'identité visuelle. C'était un peu notre spécialité. Ouais. Et du coup, on y est resté 4 ans. Et puis en 92, je suis partie en vacances avec mon mari, j'ai eu l'accident. Ouais, je sais pas... On va en parler parce que c'est intéressant et je pense que forcément ça a changé après ton destin parce qu'il y a plein de choses qui ont changé forcément. Ouais. Donc est-ce que peut-être tu peux... Donc j'étais une jeune femme, pour répondre à ta question, libre, heureuse, mariée avec 2 enfants, un job à la banque. Avec une entreprise. Un job où je travaillais finalement un peu comme je voulais, insouciante, 32 ans, alhamdoulilah, j'étais bien, quoi. J'avais tout ce qu'il fallait. Des parents aimants, une fratrie super sympa, plein de copains. Donc j'étais bien entourée, insouciante, quoi. Complètement. Et ensuite, donc, c'était... Vous êtes partis en voyage, c'est ça? Et donc, avec mon mari, on partait une fois par an, on prenait 1 mois. Et on partait dans des contrées lointaines. Parce qu'à l'époque, c'était des contrées lointaines. C'est pas aussi facile qu'aujourd'hui. Ouais. Et là, on avait décidé de faire Guatemala-Costa Rica. Et donc, on est allé au Guatemala, ça s'est bien passé. On arrive au Costa Rica et on rencontre un homme qui nous avait été présenté par une de mes amies, avec lesquels on avait beaucoup sympathisé, c'est important pour la suite, qui s'appelait Nacho. Et on avait décidé de continuer le voyage ensuite. Mais il nous avait dit, partez pendant 2 jours et je vous rejoins ensuite. Donc on est parti dans un endroit qui s'appelait Tortuguero Park. Et je me rappelle avec beaucoup de précision, le matin, on a loué des bicyclettes pour aller à la plage. Donc on était loin de San José. On était un peu dans la jungle, en bord de mer. Et donc, la dame ne voulait pas trop nous louer les bicyclettes parce qu'il y avait des clients qui les avaient ramenées la veille. Elles étaient boueuses, elles n'étaient pas propres, c'était lourd. On lui a dit, c'est pas grave. Donc, moi, je faisais beaucoup de photos à l'époque. J'ai mis mon panier photo, mon panier, c'est ça, mon appareil photo sur le panier devant. Et je n'étais pas très à l'aise. La bicyclette était grande, je n'étais pas à l'aise. Bon, on part. Je traverse un premier pont en bois, avec des lattes, sans rambarde. Bon, je n'étais pas très à l'aise, mais bon, ça allait. Mon mari était devant moi. Et puis, quelques centaines de mètres plus loin,
un autre pont en bois. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Je me vois tourner. Ouais, ouais. C'est-à-dire que je ne sais même pas si c'est moi ou si c'est une latte ou qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Mais je me vois tourner. Et puis, je me disais, c'est pas possible, je vais tomber. Et évidemment, je quitte le pont et je tombe sur une pierre. La rivière n'était pas très profonde, Dieu merci. Mais je me suis pris la pierre dans le dos. Et là, instantanément, j'ai été paralysée. Instantanément, tu sens la vie qui se retire de tes membres inférieurs. Mais tu l'as compris tout de suite. Instantanément, c'est instantané. C'est-à-dire, tu sens ça et tu te dis, zut, pour ne pas dire un autre mot, je suis paralysée. Et moi, j'étais comme ça, avec le soleil qui me tapait dessus, parce qu'il faisait chaud. Et le temps que mon mari arrive, parce que lui, il était devant, mais quand il m'a vu tomber, il s'est pas inquiété. Il s'est dit, à 2 mètres, je vais la retrouver, je retourne, quoi. Et il arrive, il descend la berge, parce qu'évidemment, il y avait une berge, et je lui dis, je suis paralysée. Et il me dit, c'est pas possible. Je lui dis, je suis paralysée. Donc le pauvre, il me soulève, il me pose sur les rives de la berge, et il va chercher du secours. Mais c'était un endroit où... Là, vous êtes perdu. Avec un sentier, peu de personnes qui passent, peu de... Et finalement, il arrive à trouver un troc. Et donc, je monte dans le... C'est pas un troc, c'est... Vous savez, tu sais, les voitures américaines où tu as un coffre derrière découvert. Un pick-up, voilà, un pick-up. Donc, il me met dans le pick-up à l'arrière. Et nous voilà partis pour un centre médical qui était dans une réserve je ne sais pas, 4 heures de route. Ah oui, le plus proche. Je me suis tapé 4 heures de route. Le plus proche, c'était 4 heures de route. Ouais. Sur une piste, avec mon bras comme ça, parce que j'avais un pneumothorax. Je ne savais pas. Et tout ce que je me disais, c'est je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir. C'est ce qui me revenait en boucle. Et donc, j'arrive à cette réserve indienne. Et le médecin me fait des injections de corticoïdes, je pense. C'était un peu tard déjà, parce qu'il fallait faire dans les 4 heures. Moi, je suis arrivée un petit peu plus tard. Et en fait, il fallait me rapatrier de cet endroit-là à l'hôpital. À San José. Ouais. Donc, Brahim est allé appeler ce fameux Nacho, qui prend un premier avion, n'arrive pas à atterrir la première fois, qui prend un avion plus petit et qui finalement atterrit dans une plantation de bananes. Mais je me rappelle des détails, ça fait 32 ans quand même, hein, avec une acuité juste incroyable. Et finalement, ça a été un sauvetage de dingue, parce qu'il a atterri dans une plantation de bananes, dans un champ. Dans un champ, ouais. Moi, j'attendais que le camion, le poids lourd, charge toutes les bananes avant de partir, donc j'ai attendu 1 heure dans la voiture en plus. Pourquoi ? Ah, parce qu'il fallait qu'il finisse avant que l'avion puisse se poser. Parce qu'il y avait un énorme... tu sais, c'est au Costa Rica, les bananes... En fait, tu manges des bananes du Costa Rica, au Maroc d'ailleurs. Il fallait attendre qu'ils finissent de charger. Okay. Donc l'avion se pose, et j'arrive donc à l'hôpital de San José à 5 heures du matin, avec 5 de tension. Et le médecin dit à mon mari... rentrez, et peut-être que demain, vous ne la retrouverez pas. Mais moi, dans ma tête, c'était pas question de mourir, quoi. Toi, tu avais cette force... Mais c'est pas cette force, quoi, je ne sais même pas d'où ça sort. C'est comme ça. Je ne sais même pas d'où ça sort. Je suis incapable de te dire d'où ça sort. Je ne vais pas mourir. C'est un espèce d'instinct de survie. C'est un truc... C'est un instinct de survie. Je ne peux pas le qualifier. Et tu as la certitude que... J'ai la certitude que je ne vais pas mourir. Je vais rester en vie. C'est comme ça. C'est moi qui décide, à la limite. C'était un peu ça dans ma tête. Et en fait, le matin, il est revenu, il m'a retrouvée. Et ils ont tous pensé que j'étais un peu folle, parce qu'à chaque fois qu'on partait en voyage, quand on revenait de voyage, je ramenais un livre et je ramenais un objet qui représentait le pays. Ouais. Et Brahim, lui, il était en train d'organiser le rapatriement aux États-Unis, parce que c'était ce qu'il y avait de plus proche. Donc il avait appelé mon père. Et ils étaient en train d'essayer de faire ramener un avion sanitaire. Et moi, je lui dis, il me dit, qu'est-ce que tu veux ? Je lui dis, s'il te plaît, va me chercher un toucan, parce que le toucan, c'est l'emblème du Costa Rica. Donc, je veux un toucan et je veux un livre sur le Costa Rica. Incroyable. Et il est allé me chercher. Incroyable. Tu vois l'instinct de survie. Incroyable. C'est quand même incroyable. Pour moi, la vie continuait, tu vois. Ouais. Et je savais que j'étais paralysée. Hein.
Mais il y a cette force qui... Mais je ne sais pas d'où elle sort. Je pense qu'on a toute cette force en nous et que quand on en a besoin, elle est là. Et du coup, ils sont venus me chercher en avion sanitaire et j'ai atterri à la clinique Mayo. Aux États-Unis ? Aux États-Unis. Et la clinique Mayo, c'est dans le Minnesota, donc en plein cœur des États-Unis. Et j'y suis restée 2 mois. Mais c'était extraordinaire parce que c'est là où j'ai compris comment pouvait fonctionner la rééducation, à quoi servait la rééducation, comment on faisait de la rééducation. Ouais, c'était un centre qui était spécialiste de ça, Non, la clinique Mayo, elle est spécialiste de tout. Okay. Mais il y avait un service de rééducation. Qui était un excellent service. Okay. Et où la personne, le patient était là et faisait part du programme de soins. Ouais. C'est-à-dire que c'était incroyable. D'abord, je suis arrivée, ils m'ont donné un classeur avec tout ce qui concernait la paraplégie. Parce que moi, je savais que j'allais rester paraplégique. Enfin, on rêve toujours qu'on va remarcher. Ouais. Mais au début, il faut bien comprendre ce qui se passe. Okay. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils te donnent un classeur, que j'ai toujours d'ailleurs, et je pense que je vais même le faire pour ici le centre, où tu as tous les chapitres. Donc, tu as les chapitres sur la peau pour éviter les risques d'escarres, les chapitres sur la vessie pour éviter les infections urinaires, les chapitres sur comment se changer, tout ce qui concerne par chapitre. Et une fois par semaine, l'infirmière me faisait genre un petit test pour voir qu'est-ce que j'avais compris ou pas compris. Ah non, mais je t'assure, c'était organisé comme ça. Wow. Ils avaient des réunions de staff une fois par semaine. Pour être sûr que quand tu repars... J'ai tout compris. T'as tout compris. Absolument. C'est-à-dire qu'ils s'occupent des choses, mais ils te font comprendre ce qu'ils font, et ensuite tu reprends la main. Et tu fais partie du programme de soins. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, c'était hyper important. Tu faisais partie du programme. C'est-à-dire que tu étais avec le kiné, le médecin, l'orthophone, toutes les personnes qui s'occupaient de toi. Et tu étais avec eux pendant leur réunion de staff, pendant qu'ils parlaient de ton cas. C'est-à-dire que tu es au courant de tout. Et l'autre chose, c'est très vite se remettre sur le fauteuil. C'est-à-dire, tu arrives, moi, ils m'ont mis une broche dans le dos, bien sûr. Ostéosynthèse, j'en avais besoin. Et en 2 jours, j'étais en fauteuil. C'est-à-dire qu'ils ne te laissent pas au lit. Ils m'ont fait une chose très intéressante aussi que j'ai appris chez eux, c'est l'expérience entre pairs, P-A-I-R. Donc, un jour, j'étais dans ma chambre et je vois une femme de 32 ans arriver, ou 33 ans, hyper dynamique sur son fauteuil, et qui rentre et on commence à papoter. Et je lui ai posé toutes les questions possibles et inimaginables. Et elle m'a répondu sur tout. Ouais. Bah oui, parce que tu sais pas, et ton corps ne t'appartient plus, c'est un nouveau corps, il faut que tu te réadaptes, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne, il faut que tu acceptes aussi. Bien sûr. Tu vois, moi j'avais accepté quelque part. Mais n'empêche que la première fois que tu prends ta jambe et qu'elle pèse 1 tonne, tu as envie de pleurer. La première fois que tu t'habilles, que tu mets un pantalon tu te mets un pantalon sur le lit et que ça te prend des heures, tu as envie de pleurer. Et en fait, pour chaque truc, il y a une première fois. Donc, il y a des premières fois tout le temps. C'est toutes les premières fois qui étaient difficiles. Quand tu es au lit, par exemple, et que tu as envie de prendre ton verre d'eau et qu'il est sur la table de nuit et que tu es à 5 cm et que tu ne peux pas le prendre parce que tu as atteint la limite et que tu es obligé de sonner pour qu'une infirmière arrive et te donne le verre d'eau, tu sais, c'était des choses, moi, qui me rendaient dingue. Et que j'avalais. Et j'avalais. Mais, en fait, ils avaient un système qui était extrêmement bien rodé. Et par exemple, le médecin, un jour, me dit « Mais rien ne vous empêche, 1 semaine après l'opération, rien ne vous empêche d'aller faire une sortie. » Et moi, je savais que là où on était, c'était le pays des Mormons, des Amish. Des Amish, oui. Ouais. Et je me suis dit, c'est super, on va faire une sortie pour aller voir les Amish. Donc, je ne dis rien à personne. Je trouve l'ambulance, je trouve les accompagnateurs, et je dis à mon père et à ma mère qui étaient venus me voir, et à mon mari, on va aller voir les Amish. Donc, nous voilà partis. Donc, moi, en fauteuil derrière dans la camionnette, mon père, ma mère, Ibrahim, pour aller voir les Amish. Donc, et c'était assez loin. Donc, à un moment, sur le retour, il y avait une secousse, et je sens un truc sur mon dos et une douleur. Mais je me mets, tu vois, à dire, j'ai très, très, très mal au dos, quelque chose a dû se déplacer, etc. J'arrive à l'hôpital, évidemment, radio, et ma branche était déplacée. Aïe, aïe, aïe. Donc, réopération.
Mon père, il a dû devenir fou. Il s'est dit, mais il s'est dit, ma fille, elle est folle. Mais ça faisait partie du fait de retrouver une autonomie, une vie. De prendre... Donc moi, une semaine après, je me disais, mais pourquoi est-ce que je vais rester coincée ici? Il me dit que je peux sortir, je sors. Tu vois, j'ai toujours eu cette truc de faire, de me dire, mais rien n'est impossible, quoi. Ouais, Mon et père, c'est intéressant le point sur l'acceptation aussi, parce que je pense, avant que tu acceptes, tu souffres plus. Alors, non? Écoute, à partir du moment où je suis tombée et que j'ai senti que j'étais paralysée, c'est pas quelque chose de rationnel, l'acceptation. C'est juste que tu acceptes. C'est comme ça, ouais. Point. Ouais. Je me suis dit, il vaut mieux que j'accepte ce que j'ai et que je deal avec, même si c'est difficile, plutôt que je le refuse et que j'ai plus de problèmes. C'est tout ce à quoi tu résistes persiste et devient de plus en plus gros. Donc, accepter, ça ne veut pas dire laisser tomber. Ça ne veut pas dire ne rien faire. Non. Ouais. Accepter, c'est juste dire, OK, j'ai une réalité, qu'est-ce que j'en fais? Je la confronte. Non, c'est même pas la confronter. Parce que confronter, ça implique que tu te bats. Oui, c'est une opposition. Ouais. C'est est-ce que je l'accepte, mais vraiment en me disant, OK, je suis handicapée, je n'ai plus ma mobilité, je n'ai plus ma sensibilité, mais je vais faire en sorte que mon mari soit fier de moi, que mes enfants soient fiers de moi, parce qu'il ne faut pas oublier que j'avais un petit garçon de 5 ans et une petite fille de 3 ans. Et un mari jeune. Et que tu vois très souvent, quand il y a des accidents comme ça, les couples se séparent parce que le conjoint n'arrive pas à gérer ça. Donc moi, je me disais, non, moi, je reste Amina, que tout le monde connaît, sauf qu'au lieu d'être debout, je vais être assise et je vais leur montrer de quoi je suis capable. C'était ça mon truc. Donc, accepter, ça ne veut pas dire que je n'ai pas pleuré. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas touché le fond. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas en colère. Ça ne veut pas dire que j'étais dans le déni. Ça ne veut pas dire... En fait, toutes les étapes du deuil. Je les vis. Parce que tu vis le deuil. C'est un deuil que tu fais. Et puis, j'étais une femme quand même, tu vois. À un moment, tu te dis, mais est-ce que tu es une femme? Est-ce que tu deviens un objet? Comment ça va se passer après? En tant que femme, est-ce que je vais garder mon pouvoir de séduction? Parce qu'on est toutes un peu les femmes... je veux dire, ça, c'est la vie, tu vois. Tu te dis, mais je suis quoi? Alors, évidemment, au début, tu es tout le temps en sweat. Et moi, un jour, j'ai une copine... une copine qui est devenue une amie. J'étais à la cantine. Ça, c'était à Montpellier, quelques mois plus tard. Et puis, je vois une femme rentrer... alors, elle était extraordinaire, elle était tétraplégique, mais elle avait un rouge à lèvres rouge, les cheveux courts, elle avait une jupe très courte avec des bas trucs. Et moi, je me suis dit, je dois la jupe. Et avec la jupe, il est venu s'asseoir à côté de moi. Elle est venue s'asseoir à côté de moi. Et elle me dit, et on a commencé à parler, elle s'appelait Cosette. Et elle me dit, mais au bout d'un moment, elle me dit, mais t'as un mec, est-ce que tu es mariée et tout? Je lui dis, oui, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Elle m'a dit, mais est-ce que tu as vu ta gueule? Elle m'a dit, mais t'es une femme. Mais n'oublie pas que tu es une femme. Ouais. Il faut que tu te maquilles, il faut que tu t'habilles, il faut que tu sois séduisante. C'est pas parce que tu es en fauteuil que ça va changer les choses. Ça change que... Ouais. Et en fait, j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais c'est vrai, il faut que je commence par là. Il faut que je recommence à me re-aimer assise en fauteuil, tu vois. Un autre truc aussi qui m'a... Tu vois, tu as des petites choses... Des rencontres ou des blocages. Ouais, et qui te débloquent. La première fois que j'arrive à Garches, parce qu'après Après Maillot... je suis allée à Garches. Ok. Parce que c'était loin quand même. Donc c'était pour continuer le processus... De rééducation. Mais plus proche. Ouais, parce que la paraplégie, il faut savoir, en général, tu passes 6 mois. D'accord. De rééducation. Tétraplégie, c'est entre 8 mois et 1 an. D'accord. Mais les paraplégiques, il leur faut 6 mois pour se réadapter. Okay. En gros. Okay. J'étais trop loin. Et même si je recevais plein... Tu sais que tous les jours, je recevais des fax là-bas avec « Allez, Amina, on est derrière toi ». Les gens au Maroc, mes amis, tout le monde m'écrivait. Tous les matins, on avait des séances de lecture de tous les fax. Parce qu'à l'époque, c'est des fax qui arrivaient le soir. C'était loin quand même. Ouais. Donc, j'ai voulu me rapprocher. On m'a dit, le mieux, c'est Garches. Donc, j'arrive à Garches et je passe du 4 étoiles aux 2 étoiles. Du 5 étoiles aux 2 étoiles. Donc, il y avait une grande différence. Ça n'avait rien à voir. D'abord, j'étais dans un des plus vieux pavillons de Garches. Ouais. C'était horrible. Il y avait une peinture verte horrible partout dans les chambres. J'étais dans des chambres à 4. Alors, j'aurais dit, moi, je ne connais pas les chambres à 4. S'il vous plaît, trouvez-moi une chambre individuelle. Ils m'ont trouvé une chambre individuelle.
Et là aussi, mon instinct de survie, il a refait surface et je me suis dit, moi, je ne veux pas rester déprimée dans une chambre. Parce que là, tu savais que tu allais rester 2 6 mois. mois. 2 mois, ok. Non, pour le moment, ouais, je ne savais pas combien de temps j'allais rester. Okay, mais au moins 2 mois. Donc il fallait avoir, entre guillemets, sa vie là-bas, quoi. Sinon, voilà. tu restes... Donc en fait, je me suis dit, attends, non, ça ne marche pas du tout, ça. En plus, avec des vitres dépolies, tu voyais le jour, mais tu ne voyais pas le ciel. Donc j'appelle mon associé, Patrick, et je lui dis, s'il te plaît, Patrick, tu vas faire le grand plaisir de me faire des photos de tous les voyages, tu vois, en grand format. Ouais. Et tu vas venir ici et tu vas me tapisser toute ma chambre de photos. Donc il est venu. Des photos de voyage qu'on avait fait. Tu as fait. Qu'on avait fait. Génial. Et lui, il était photographe. Il avait pris des photos de Génial. paysages absolument géniaux. Donc il y avait des photos de Patrick et mes photos à moi. Génial. J'ai mis des plantes, j'ai mis de la musique. Et je me suis fait ma chambre. Tout le monde venait. C'était comme genre une galerie où les gens venaient, regardaient les photos, se posaient, prenaient un café. C'est génial. J'avais T'avais créé une vie, en fait. Une vie. Et c'était pas du tout la même approche en France. En France, c'était les mandarins, donc tu avais le professeur dès qu'il était intouchable, il fallait pas lui parler. Le chef de service qui était intouchable, Ah. aide les autres. Et moi, je me suis dit, non, ça va pas se passer comme ça. Donc, je sais pas, il a entendu parler de moi, il voulait faire des expérimentations. Je lui ai dit d'accord. Donc, il a commencé à faire des expérimentations sur moi. Et petit à petit, j'ai commencé à lui parler en lui disant, voilà comment ça se passe aux États-Unis, voilà comment on traite un patient, voilà comment... Et le type, il a fini par me dire, s'il vous plaît, faites une conférence à tous les médecins de mon service. Et je suis C'est incroyable. C'est à faire une conférence. Où tu donnais ton expérience sur comment ils traitent aux États-Unis. Et pour qu'ils changent leur manière de traiter en France. En France, on était des numéros, on était... il y avait une approche... Une approche pas du tout là. Moi, la chambre, c'est moi qui l'ai demandé, c'est moi qui ai bataillé pour, c'est moi qui l'ai arrangé. Je faisais venir des gens pour la méditation, des copines, on se réunissait dans la salle des infirmières parce qu'il n'y avait pas où elles nous faisaient de la danse du ventre sur les tables. Mais j'ai mis de la vie. Ouais. Et je veux dire, je veux dire pas que c'est moi qui ai mis de la vie pour tout, mais en fait, j'avais besoin de cette énergie et que les gens soient contents. Et finalement, j'ai passé 2 mois. Et après, j'en ai eu marre de Paris, parce qu'il pleuvait tout le temps. Et je suis allée à Montpellier. Et à Montpellier, là, il y avait le soleil, et puis il y avait des gens plus sympas. Et c'est là où j'ai fini ma rééducation pour rentrer au Maroc. Mais ça m'a pris 6 mois. Donc 2 mois à Paris et ensuite 4 mois au Maroc. Donc 2 mois aux États-Unis, 2 mois à Paris et 2 mois à Montpellier. Okay. Et c'est là où j'ai vraiment... compris. Alors, j'ai tout appris. J'ai appris à me changer, j'ai appris à aller aux toilettes, j'ai appris à me laver, j'ai appris à conduire une voiture, j'ai appris à manier mon fauteuil, à descendre les marches toute seule, à voir quel type de fauteuil il me fallait. Tout ça, tu l'apprends. À gérer les douleurs, parce que le handicap, en tout cas la paraplégie, c'est ce que j'ai, c'est aussi ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire c'est-à-dire que là, tu vois une personne en fauteuil souriante qui va te parler de son expérience, mais derrière, il y a énormément de douleurs à gérer. Ouais. Les douleurs neurologiques. Que tu ne vois pas. Ouais. Qui te rendent fou. Moi, j'avais des douleurs, un jour oui, un jour non. Un jour oui, un jour non. Et ça me rendait malade. C'est-à-dire que le jour où je les avais, ça commençait par les pieds, et ça remontait. Je savais qu'à la fin de la journée, j'étais prise dans un étau de douleur tout le corps, sans pouvoir même... Et avec ça, il faut continuer à fonctionner, à sourire, à être agréable... tout va bien, quoi. Et c'est des choses qui restent, et donc tu apprends à vivre avec, ou c'est des choses en fait, au départ, les médecins, ils te donnent des antidépresseurs qui marchent aussi sur la douleur. Ouais. Donc, c'est à faible dose, mais ça marche sur la douleur, ça l'endort, mais ça t'endort aussi. C'est ça. Donc, je dormais beaucoup. Ouais. Et puis, le jour où j'ai vu que le Laroxy, c'était un antidépresseur, et puis, je sais pas quoi, ce qu'il m'avait donné d'autre, j'ai tout foutu à la poubelle en disant, je gère. Et ce que j'ai fait, c'est que ma manière de gérer à moi, ça a été d'être hyperactive. C'est-à-dire, je suis hyperactive, je fais plein de choses. La douleur, je la laisse bien derrière, d'accord ? Et puis, je la gère comme ça, sans rien. Et pendant 20 ans, je n'ai pas vu de médecin pratiquement. Ni pour la vessie. Il faut savoir que la première cause de mortalité chez les paraplégiques, c'est les infections urinaires.
ni pour le reste, ni pour les douleurs. Et j'ai rencontré l'AMH, et j'ai commencé à bosser, et je me suis mise à fond, et j'ai eu 2 autres enfants, et pendant 30 ans, ma vie, ça a été ça. C'est-à-dire le déni. C'est-à-dire j'avance, je fais des et tout le reste, je gère. Ok. Jusqu'au jour où le Covid est arrivé. Et là, le Covid, ça a été waouh, ça a été un arrêt. Pourquoi ? Parce qu'arrêt de l'activité, arrêt de tout. Ouais, là c'est. Et tu te retrouves face à toi-même. Face à toi-même. Et à tes douleurs. Et là, c'est un autre sujet. Ok. C'est un autre sujet qui est intéressant, mais bon, après, c'est comment tu gères ta douleur, comment tu gères la suite. Tu te dis comment je vais faire. Il me reste 20 ans, grosso modo, à vivre bien. Qu'est-ce que j'en fais ? Toutes les questions que tu te poses existentielles, etc., et qui sont vachement intéressantes d'ailleurs. Bien sûr. Non, c'est hyper intéressant. Si on reprend le fil, tu passes par Montpellier et ensuite tu rentres au Maroc. Ouais. Quand tu rentres au Maroc, comment ça se passe ? Alors, au Maroc, imagine-toi que quand j'étais à la clinique Mayo, je reçois une lettre de Madame Dona Sepsi, qui était une dame que je connaissais, je la connaissais juste parce qu'elle était mariée à un cousin de la famille, et qui, elle, donnait des cours d'anglais à la RAM, et elle m'écrit en me disant « Écoute, Amina, je suis vraiment désolée de ce qui t'arrive, c'est terrible, etc. » C'était première ligne. Elle me dit « Mais finalement, peut-être que tu as eu cet accident pour une raison. » Elle me disait « Everything happens for a reason. » Alors moi, je lis ça, je me dis... Elle me dit justement, moi, je donne des cours d'anglais à un jeune qui s'appelle Mohamed Khadiri. Et je lui ai dit, avec Aïcha Trab, qu'au lieu de continuer à se plaindre, peut-être qu'il faudrait qu'il agisse et qu'il crée une association. Donc toi, tu pourrais, avec tes relations, tes trucs, tes machins... L'aider et faire ça. Voilà, et rentrer au Maroc et l'aider à monter. Et moi, je venais d'avoir quand même l'accident. Je me disais, les gonfler quand même... de faire ça. Je viens d'avoir mon accident. C'est hyper rapide et tout, mais elle, très pragmatique. Hein. Ouais. J'ai gardé la lettre, d'ailleurs, que je vais te renvoyer à sa fille. Et ça m'est resté dans la tête. Avant de revenir à cet épisode, je voulais vous partager une expérience personnelle. Après avoir vécu à l'étranger, j'ai dû pour la première fois chercher du mobilier au Maroc. J'ai d'abord pensé aux grandes marques internationales, mais on m'a recommandé une marque de mobilier de qualité et fait au Maroc. Cette marque, vous en avez sûrement entendu parler, c'est Sketch Design. J'ai visité leur magasin et j'ai été très agréablement surpris. Ils proposent de la super qualité et à des prix franchement très abordables. Sketch, c'est aussi la plus grande usine de mobilier au Maroc, capable de produire de la qualité à prix compétitif. Et ils sont engagés pour le Made in Morocco. J'ai tellement aimé la marque que j'ai contacté les fondateurs et comme ils ont adoré le podcast, ils ont voulu nous soutenir. Ils ont décidé de proposer à tous nos auditeurs moins 15% sur tous les produits Sketch. Il vous suffira de donner le code NEXTWAVE en magasin. C'est valable jusqu'au 31 mars 2025. Ils sont présents à Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger. Allez aussi sur le site internet sketch-design.ma. Mais bon, après, le temps a passé et voilà que j'arrive au Maroc en mars 93. Tu as gardé l'idée en tête que peut-être une fois rentré... J'ai gardé... C'était dans un coin de ma tête et j'ai oublié. Ok. Je rentre au Maroc et je me rappellerai toujours ce qui est incroyable. C'est que je vais au marché, puis il y a une dame qui me rencontre, elle me dit « Ah, mais moi, je connais quelqu'un qui s'appelle Mohamed Khadiri, il faut absolument que vous le rencontriez. » Une semaine après, j'arrive. Ben, je dis « Bien sûr. » Et donc, je vais le voir. Dans la foulée, 2-3 jours après. Et on sympathise. Et donc, on était à l'Union des femmes. Il est à l'Union des femmes. Et je lui dis « Écoute, c'est Mohamed, moi, je trouve que votre identité visuelle est franchement nulle. Si tu veux, moi, je vous la refais, parce que je suis dans le métier. Et pourquoi est-ce qu'on n'organiserait pas... ce qu'on a appelé le marathon de l'espoir, où toutes les personnes handicapées qu'on connaît feraient le tour de la corniche, genre on fait un petit marathon sur la corniche de Casablanca. Ok. Et c'est parti de là. Génial. C'est parti de là. Donc on a organisé le marathon de l'espoir. On a vu les gens handicapés dans la rue. Ça aussi, c'était une première. Moi, c'était pour moi waouh, parce que voir des personnes handicapées en Europe, aux États-Unis, bien appareillées, etc., c'est une chose. Ouais. Voir les autres au Maroc, dans l'état dans lequel ils étaient, c'est autre chose. Et petit à petit, j'ai commencé à dire, et si on faisait ça, et si on faisait ça. Et puis finalement, on est tombé d'accord qu'il fallait créer un centre de rééducation.
On s'est dit, la première chose qu'on doit faire, c'est créer un centre de rééducation. Parce que j'avais demandé à mon cousin, qui était un médecin généraliste à l'Araqi, de venir nous aider. Et lui faisait des consultations dans une petite villa que nous avait donnée le Walid Casablanca, rue Velasquez, d'ailleurs pas loin d'ici. Il faisait des consultations. Vous faisiez toutes les semaines des consultations. Ouais. C'était la première. Et il a envoyé chez les dermatos, les trucs et machin. Et on avait de plus en plus de monde. De demandes. Et en fait, la demande grossissait pour la santé. Parce qu'on ne savait pas comment prendre en charge le handicap. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de circuit. Non, il n'y avait clair. rien. Ouais. En fait, par exemple, tu faisais un accident. Si Mohamed, par exemple, il a fait un accident d'autocar. Ils sont tombés dans un ravin. Il y a eu 15 survivants, je crois. Sur les 15 survivants, il y en a 3 qui ont réellement survécu, dont lui. Ok. Personne handicapée, tu ne savais pas comment gérer ça. Donc lui, comme il était à la rame, il a été envoyé en France aussi. Et c'est comme ça qu'il en a réchappé. Okay. Mais sinon, il serait mort. Okay. Tu vois, donc tu arrives à l'hôpital, tu ne sais pas comment faire. Une escarre, ça se crée en 3 heures de temps. Tu ne bouges pas la personne, tu n'as plus le sang qui passe, tu as des points d'appui, tu n'as plus le sang qui passe, ça commence à devenir noir, ça se nécrose. Et puis après, ça se trouve, et après, ça touche l'os, et ça te fait une escarre. 3 heures de temps. Tu vois, il n'y avait rien. Donc, on s'est dit, centre de rééducation, c'est la première chose. On a eu la chance, nous, d'avoir été rééduqués. C'était la première étape. Première étape. Donc, comme nous n'étions pas... Mais là, c'était les tout débuts. Donc, je pense qu'il faut se rendre compte que c'est un énorme projet. Se dire, on va créer un centre de... On n'a même pas réfléchi. C'est énorme. On n'a même pas réfléchi. On dit, on va créer un centre de rééducation. Okay. Alors, comment on fait? D'abord, il faut qu'on trouve quelqu'un qui nous aide. On a trouvé le professeur Claude Amonet, qui était chef de service à Henri Mondor-Créteil, et qui nous a aidés bénévolement tout le long. Il a eu un coup de cœur pour le Maroc, un coup de cœur pour nous. Il nous a aidés à faire tout le programme. Magnifique. C'est-à-dire le nombre de salles, le nombre de chambres, le nombre de trucs, machin. Donc, on s'est mis d'accord sur un centre à 100 lits, avec un centre holistique, c'est-à-dire comme en Europe ou aux États-Unis, où tu traites le malade, mais avec un projet de vie. Donc, c'est de l'orthophonie, c'est de la psychothérapie, c'est de la kiné, c'est de l'ergo, c'est de l'appareillage, c'est tout. On est complètement intégrés. Donc, dès le départ, on était complètement intégrés. C'est de la rééducation fonctionnelle. C'est comment apprendre à cuisiner, comment apprendre à conduire une voiture, comment apprendre... Tout ça, ça se fait dans le Tout ça au centre. C'est incroyable. Donc, le professeur Amonet nous a aidés pour faire ça. On a trouvé des architectes absolument magnifiques. Le cabinet l'Araqi Mstari. Ils nous ont fait les plans gratuitement. Donc moi, ayant été à Garches, ayant vu l'horreur que c'était, moi je me disais, il faut que ça soit rond. Il faut que ça soit rond, parce que les ronds, pour moi, sont une symbolique assez forte. Donc le centre est construit de manière circulaire. Okay. Il faut que ça soit coloré. Il y a des couleurs partout. Il n'y a pas de blanc nulle part. Il faut qu'il y ait des plantes. Il faut qu'il y ait de la lumière. Parce que nous, on n'avait pas de lumière du tout. Donc la lumière partout. À Garches, c'était à Garches, tout blanc, sans lumière. Quel blanc verdâtre avec des fenêtres avec des vitres dépouillées. C'est des petites choses qui sont hyper importantes. Des bâtiments hyper vieux. Pour aller au scanner, il fallait passer par le garage. Pour aller à la cantine, il fallait... Enfin, bref. Okay. Moi, je voulais tout le contraire. Okay. Des espaces où on pouvait respirer. Des espaces... Donc, on a fait un super beau centre. Et on a... quelqu'un nous a fait la maquette. Donc, en grandeur nature, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de 3D. Tu avais les maquettes. Donc, on avait des maquettes. Et on se baladait avec nos maquettes chez tout le monde. Et on est allé chez 2M et on leur a dit, on veut faire en disant, voilà notre projet. Voilà notre projet. Nous, il est clair. On a notre programme qu'on a fait avec un expert. On a nos plans. Tout. Maintenant, il faut le mettre en œuvre. Maintenant, il faut de l'argent. Il faut l'argent. Donc, on est allé chez 2M et ils nous ont dit, il n'y a pas de problème, il faut qu'on certifie vos comptes, qu'on voit que tout est... Donc, ils ont fait tout ce qui est de compliance. Tout Pourquoi était bon. Avant de vous mettre en avant parce qu'ils voulaient quand même être sûrs qu'on était une association sérieuse, que au niveau de la gouvernance, tout était bon. Et vous êtes allé les voir avec un projet clair, c'est-à-dire c'était déjà un téléthon oui, on voulait faire un téléthon. Ok, ça c'est intéressant aussi, c'était le premier téléthon avec la télévision. Au Maroc, avec la télévision. Ok. Donc, ils nous ont dit banco, on le fait. Et donc, on a fait comme ça 5 télétons avec eux, dont un avec la première chaîne, mais qui était moins réussi, à mon avis. Et on a fait des télétons.
à la mode française, on va dire, en invitant des artistes, des experts. Plusieurs heures en direct. Plusieurs heures en direct. Si tu veux, le plus grand téléthon, celui qui a eu la durée la plus longue, c'était 8 heures d'antenne. Et à l'époque, c'était Sophie Benanis-Meles qui était DG de 2M. D'ailleurs, il était dans notre conseil d'administration pendant 20 ans. Et un homme extraordinaire que j'adore. Et pour lui, c'était juste extraordinaire d'avoir pu faire 8 heures de direct. 8 heures de direct. 8 heures de direct. Ouais, ça s'est jamais vu dans la télé marocaine. Et en plus, avec du rythme. Parce qu'il y avait aussi bien des témoignages que des artistes, que des experts. Et à chaque fois, on parlait d'un sujet différent. On essayait de couvrir tous les sujets. Et c'est comme ça qu'on a recueilli, je crois, à peu près 40 millions de dirhams sur 5 télétons, ce qui est pas mal. Un peu moins, peut-être 38. Et ce qui nous a permis de construire, le centre, équiper et fonctionner pendant quelques années. Parce qu'il fallait bien qu'on commence ce fonctionnement. Ouais. À la fois, c'est énorme d'avoir réussi à trouver tous ces fonds. À la fois, par rapport à tout ce que tu me disais sur ce que fait le centre pour 100 lits de A à Z, j'ai presque envie de dire, c'est une très bonne utilisation de cet argent-là. C'est énorme ce que vous avez pu en faire. Nous, on voulait prouver aux Marocains qu'on pouvait mettre en place des projets viables, crédibles, pérennes, transparents, avec finalement peu d'argent. Ouais. Parce que 20 millions à l'époque, c'était rien du tout, mais on a eu énormément de dons. Ouais. Énormément, en nature. Et ensuite, il fallait, pour le faire fonctionner, on avait un matelas quand même, Dieu merci, qui nous a permis de tenir pendant 4 ans le temps qu'on devienne, on va dire, rentable. Okay. Mais pour cela, il fallait des process. Nous, on ne savait pas faire. Donc, on appelait Arthur Andersen. En fait, à chaque fois, on est allé chercher les meilleurs. Les meilleurs sur les domaines. Arthur Andersen, on les a payés. Mais ils nous ont donné un cadre dans lequel on a pu travailler et qu'on a pu faire bouger au fur et à mesure de notre évolution. Ouais, et qui a permis de. Tu vois, et qui a permis de. Voilà. Alors, au départ, c'était un petit peu compliqué parce que les médecins du privé ne voulaient pas travailler avec nous. Donc, quand vous avez réussi à commencer à construire, vous n'aviez pas encore les médecins. Non. Okay. Nous, on s'est dit. Donc, à chaque étape, non, si on construit. Ouais. D'accord. On verra. Et après, Kouchiradiji. Oui. L'argent va arriver, les ressources humaines vont arriver. En fait, on n'a pas tout planifié avant de commencer. On s'est dit, on y va. C'est entrepreneurial. C'est tout. On prend des risques. Et mine de rien, c'est quand tu connais pas quand tu sais pas du domaine, t'es pas médecin, c'est là où tu peux te dire, en fait, je vais le faire. Absolument. Parce que tu connais pas tous les problèmes. Et après, à chaque problème, tu gères. Absolument. À chaque problème, tu gères. Mais c'est génial. Le fait de pas connaître qui fait aussi que tu te lances. Mais en fait, c'est des challenges. C'est pour ça que les entrepreneurs qui connaissent pas les domaines, c'est souvent eux qui disruptent les domaines. Parce qu'ils disent, je vais faire quelque chose de très différent. Parce qu'ils ont pas Mais je pense que dans notre ADN, on est très disruptif. Ouais. Très. Et très innovant. Et ça aussi, ça fait partie de l'entrepreneuriat social. C'est l'innovation sociale, tu vois. On a décidé de le faire. On savait absolument pas comment est-ce que ça allait se passer, etc. Mais on s'est dit d'abord construction. Après, on a trouvé pour les procédures d'Arthur Andersen. Et après, quand on s'est retrouvé avec un problème, c'est que la loi, à l'époque, n'autorisait pas les établissements publics à être gérés par des associations. Okay. Il fallait que ce soit des médecins. Quel que soit Donc, c'était pas possible d'avoir un centre qui appartenait à une association. Absolument. Il fallait que ça appartienne à des médecins. Okay. Absolument. Et nous, on s'est dit no way. Parce que les médecins du privé, déjà, ne voulaient pas travailler avec nous. Okay. Ou alors, à la condition que ce soit eux qui gèrent. Mais nous, on ne voulait pas parce que nous, on avait une idée très, très, très précise de ce qu'on voulait faire de ce centre. Et que je t'expliquerai après. Ouais. Vous ne vouliez pas faire comme... on n'était pas une clinique privée, on n'était pas à but lucratif. Je veux dire, nous, ce qui nous a importé, c'est de prendre en charge les personnes, les meufs halhoumch, qui étaient d'abord démunies. À l'époque, il n'y avait pas l'AMO, il n'y avait pas la RAMED, il n'y avait rien du tout. Donc, il n'y avait que 14% de la population active qui était assurée. Et on se disait, ce qu'on va faire, c'est que, entre parenthèses, les riches vont payer pour les pauvres. En gros, on va faire les gens qui ont les moyens, ils vont payer. Les gens qui n'ont pas les moyens, on paye. On paye pour eux. Voilà. C'est-à-dire que nous, on joue le rôle de en utilisant à la fois vos moyens de financement et le fait que les gens qui ont les moyens payent. Absolument. Ça permet d'avoir une balance. OK. Donc, c'était ça notre business plan. Ouais. Donc, ça ne pouvait pas être géré par des médecins. Ah non.
Parce que les médecins, eux, c'est à but lucratif, quand ils font, ce qui est normal. Mais bon, il faut savoir que les médecins de rééducation dans le monde entier, en général, travaillent dans des centres de rééducation. Ils n'ont pas des cabinets privés. D'accord. Au Maroc, c'est des cabinets privés. Donc, alors, le prince héritier, Sa Majesté le roi, quand il était prince héritier, est venu poser la première pierre déjà. D'accord. Ça nous a beaucoup aidés. Et ensuite, il est venu inaugurer le centre. Et ça, quand même, ça a été un point très, très fort parce que je pense que Sa Majesté a vraiment une empathie pour les personnes en situation de handicap. Moi, je l'ai vraiment senti. Et qu'il avait vraiment envie de faire quelque chose pour nous. Donc, il est venu inaugurer le centre. Et on s'est retrouvés avec une inauguration, mais pas de médecin. Puisqu'il ne voulait pas travailler avec nous. Et qui nous disait de toutes les manières, l'un des médecins ne nous donnera jamais l'autorisation. Donc on est resté fermé pendant 1 an. Ouais. Si tu n'es pas autorisé, tu peux pas. Non. Non, mais en plus, moi, je ne voulais pas être bien tenu... sûr, c'est un risque. Ouais, responsable. Bien sûr. Et du coup, au bout d'1 an, il a entendu dire que le centre n'était pas ouvert. Donc il s'est mis en colère en disant pourquoi. Et il a demandé au secrétaire général du gouvernement de l'ECOP, qui était M. Rabeck, de venir à Casablanca voir le centre et de nous donner l'autorisation d'exercer. Donc, Rabeck est venu, il a visité le centre, il était impressionné, parce que franchement, il faut venir le visiter, pour voir ce que c'est vraiment. Et en rentrant à Rabat, il nous a donné l'autorisation en tant que clinique privée. Génial. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et j'ai dit à Sa Majesté, je lui ai dit, mais on n'a pas de médecin. Donc il a dit, ne t'en fais pas. Il nous a envoyé 8 médecins de la santé publique, ou 6 médecins de la santé publique, et 2 médecins militaires, des commandants. Okay. Donc on s'est retrouvés, nous, association, à gérer un hôpital, parce que c'est un hôpital. Ouais. Parce que pendant longtemps, on parlait de centre pour handicapés, mais ça ne veut rien dire, un centre pour handicapés. C'était un hôpital. C'est un centre hospitalier. Voilà. D'accord ? De rééducation. Ouais. Exactement. Donc, association à gérer un hôpital. Avec 8 médecins quand même. Avec 2 médecins militaires, des commandants quand même, hein, ouais. Et des médecins de la fonction publique, aident tous les autres qui venaient de temps en temps faire des vacations. Des ressources humaines. Enfin, c'est et énorme. Puis tout le reste du personnel médical, paramédical, etc. Donc en fait, on a un peu fait nos armes avec eux, quoi. On a grandi avec eux, on a évolué avec eux, on a appris avec eux, je veux dire, pour moi, ça a été une expérience absolument extraordinaire. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et donc ça, vous lancez le premier centre. Ça devait être incroyable comme période, je pense, parce que c'était le premier centre qui faisait ça. Vous avez aidé plein de gens, etc. C'est quoi ensuite les étapes du développement de l'AMH ? En 2011, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a construit un autre centre de rééducation. De Khouribga ? Non, à Casablanca, à Selmia, quartier Selmia. Oui. Et qu'en 2011, on s'est séparés. Le président fondateur et moi, on s'est séparés parce qu'on n'avait pas les mêmes vues. Okay. En fait, lui, stratégiquement, voulait continuer à être une association caritative et demander l'aide de l'État, etc. Ouais. Moi, je lui disais, écoute, moi, je pense qu'on devrait plutôt être dans l'entrepreneuriat social. Pour être plus stable. Et c'est ce qu'on est. Ouais. Pour être pérenne, pour être plus stable, pour être sûr que c'est géré comme une entreprise. Ouais. Et qu'il y a des modes de gouvernance adéquats, etc. Et donc, comme on n'était pas d'accord, on s'est séparés. Il a pris Selmia et la moitié de ce qu'on avait comme fonds à l'AMH. Et nous, on a gardé le centre Nord. Et on a approché l'OCP pour ouvrir un centre à Khouribga. OK. Donc, on a ouvert un centre à Khouribga, mais qui est en ambulatoire. Il n'y a pas encore de lit parce qu'on voulait faire le test, sachant que cette région a une prévalence importante pour le handicap. D'accord. Et donc, du coup, on a ouvert Khouribga et on a aussi une consultation à Hay Hassani depuis peu de temps. Et on a la prochaine, si tu veux, le prochain développement du projet a été de faire une extension. Du centre Nord, parce qu'avant, on avait des chambres à 4 lits. Si tu veux, nous, au départ, on se disait, on va le faire pour les gens qui n'ont pas de moyens. Ouais. Et après, on a réfléchi, on s'est dit d'abord, c'est discriminatoire pour les gens qui en ont et qui ne veulent pas partir à l'étranger.
Et l'autre chose, c'est les gens, justement, qui ont de l'argent ou ceux qui sont assurés qui vont nous permettre de prendre en charge. D'avoir la stabilité de financer. Si tu veux, donc très vite, on a commencé à réfléchir, à se dire, il faut qu'on fasse autre chose. Donc on a rajouté 70 lits en individuel, chambre individuelle. Ça a été la deuxième, ça a été l'extension du centre. Donc tu as un premier cercle, tu as un deuxième cercle avec les chambres individuelles ou des chambres à 2 lits. Et on a fait un pavillon de spécialité. C'est-à-dire un pavillon où, si tu veux, on fait une rééducation qui est beaucoup plus pointue pour la douleur, par exemple. D'accord. On va aller voir des spécialistes en fonction des sujets. Voilà. Et ça s'appelle le pavillon de spécialité avec 4 lits en gériatrie. D'accord. Parce qu'on voulait tester aussi un petit peu la gériatrie, voir qu'est-ce que ça donnait, en sachant que ça va être des besoins très importants dans l'avenir, un vrai sujet. Et où on pensait même faire un hôpital gériatrique, on a changé d'avis parce qu'on s'est dit que... Chacun son... disons qu'on sait bien faire de la rééducation. On peut faire de la rééducation pour les personnes de plus de 70 ans, donc qui bénéficient de gériatrie, finalement. Mais la gériatrie en tant que telle et en tant que spécialité, en tant qu'hôpital, c'est craignos parce que je pense que c'est pas pérenne. D'accord. Et que les assurances ne vont pas suivre. D'accord. Donc, déjà que c'est compliqué... Sachant que vous avez aussi l'expertise que vous avez développée et vous êtes en train en plus de créer, on en parlera après, de développer, etc. Ouais. Donc, vous restez sur votre Mais alors, si tu veux, spécialité. En 30 ans, c'est ce qu'on a fait. On s'est dit vraiment, il faut bien s'asseoir, bien s'ancrer, avoir une expertise et avoir surtout une équipe qui est forte et soudée. Et ce qui est notre cas. Parce qu'avec, tu sais, il y a énormément aujourd'hui de cliniques privées qui ouvrent partout. Ouais. La médecine est en train de se privatiser, malheureusement, je trouve. Et en fait, comme il n'y a pas beaucoup de ressources humaines, il y a beaucoup de débauchage, on va dire. Donc, pour nous, c'est très important d'avoir une équipe soudée qui a du sens, qui travaille pour quelque chose, parce que c'est très facile de venir débaucher des gens en leur offrant des salaires beaucoup plus importants. Ouais. Tu vois ? Donc, s'ils ne restent pas là, s'ils ne trouvent pas de sens à ce qu'ils font, ils vont partir. Oui. Et Dieu merci, jusqu'à maintenant, on n'a pas beaucoup de personnes qui sont parties. Mais on sait qu'on a un manque d'infirmières, qu'il y a un manque d'infirmières et que le personnel soignant, il est très, très, très recherché. Et nous, on a une équipe qui est formidable, qui est hyper soudée. On a une famille. Et à chaque fois, on intègre les nouveaux entrants... avec une vraie politique d'intégration. Et comment vous avez créé tout ça ? Parce que c'est passé de 5 à 300 personnes. Parce que... je sais comment pas... vous avez réussi à structurer ça ? D'abord, les gens dans toutes les associations, nous on est reconnus d'utilité publique depuis longtemps, depuis 1997, déjà les membres du board sont bénévoles. Oui. Donc, on est tous bénévoles dans le board. Et moi, je suis la plus visible puisque j'ai été là et que j'étais dans l'opérationnel. J'ai été dans l'opérationnel jusqu'au Covid, en grosso modo. Là, je le suis moins quand même parce que je me dis, on emploie quand même 200 personnes au centre et qui sont salariées, elles doivent faire leur boulot. Mais en gros, j'ai un peu été la figure de ce projet. Et les gens m'ont fait confiance. Et j'ai réussi à créer des liens. Oui. En utilisant, tu sais, les méthodes traditionnelles, faire du coaching, du team building, être proche des gens, ne pas avoir de bureau. Je n'ai jamais eu de bureau, moi. Je n'ai jamais eu de bureau. C'est-à-dire que je m'installe là où je peux, j'ai mon ordi, je bosse, les gens viennent me voir, et puis voilà. Ouais. En fait, j'ai toujours été très proche et très enthousiaste. Et j'ai toujours cru dans les projets. Donc, je pense que j'ai réussi à leur faire passer ça, tu vois. Cet enthousiasme, cette envie de faire les choses pour le pays, d'avoir du sens. Parce que moi, je ne peux pas faire quelque chose qui n'a pas de sens. Et donc, ils le sentent aussi. Ils le sentent, puis ils voient les gens. Et puis, les gens partagent leur vie. Ouais. Et les gens parlent. Les familles parlent. Les mères parlent. Les enfants. On a des enfants qui ont commencé avec nous, qui ont 20 ans aujourd'hui. Tu vois, donc, on devient une famille. Et d'ailleurs, même les visiteurs, tous ceux qui viennent au centre le voient. Il y a des sourires sur les visages, ce qui ne veut pas dire que tout va toujours très bien. Bien sûr. Je veux dire, dans une entreprise, ça peut aller bien, moins bien, etc. Mais l'un dans l'autre, on est arrivé à créer, je pense, un sentiment d'abord de solidarité. Sentiment d'appartenance. Et puis de travailler pour quelque chose qui est plus grand que nous. Et qui est pour le bien du patient, en fait. Ouais. Parce que le handicap, on le vit.
En tout cas, je veux dire, tous les membres fondateurs de l'AMH étaient des personnes handicapées, pratiquement. Et on le vit. Donc, on sait ce qu'on sait. On sait ce que c'est. Tu vois ? Et donc, même ceux qui aujourd'hui viennent avec nous, qui sont, on va dire, entre parenthèses, valides, ils nous voient vivre. Et on partage avec eux aussi ce qu'on vit. Tu vois ? Et je pense que c'est important. Et c'est ce qui fait que on va de l'avant. Et que là, on va encore faire une extension. Ça, c'est intéressant aussi, parce que vous continuez à développer encore plus le projet, toujours. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de ce nouveau projet, donc une nouvelle extension du coup du centre, avec un super beau projet dans les prochains mois? En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, le centre est full. On n'a plus de place. Ouais. On a des listes d'attente. Quand tu rentres au centre, tu as des fauteuils partout. Enfin bref, c'est surchargé. Et il se trouve que quand on avait acheté le centre en 1997, on avait aussi acheté le terrain à côté. C'était un donateur qui nous avait acheté les 2 terrains. D'accord. Et on s'est dit, après avoir réfléchi beaucoup sur la gériatrie, sur laquelle on a fait des études très sérieuses, et qu'on a décidé finalement de laisser tomber, on s'est dit, mais il faut qu'on fasse une extension du centre. Okay. Donc le projet est de faire une extension de 70 lits, avec 4 pôles. Neuro, traumato, pédiatrie et gériatrie, avec des plateaux techniques adaptés, avec une rééducation un peu plus, on va dire, technologique, parce qu'en plus de la rééducation de base qu'on fait, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses... Des nouvelles techniques. Des nouvelles techniques pour faciliter, aller plus vite, etc. Il faut avoir les moyens. Inch'Allah, on va les avoir. Donc ça, c'est du côté extension. Et puis, on s'est dit, il faut qu'on fasse un immeuble en front, qui soit générateur de revenus. Toujours dans l'optique de... Toujours dans l'optique d'être pérenne et d'être indépendant. Très important qu'on soit indépendant. Très important. OK. Parce que c'est la seule manière de prouver qu'on peut créer des modèles qui sont duplicables. Exactement. Parce que notre idée, c'est de dupliquer le modèle. Exactement. Tu vois ? Exactement. Tout ça, on le fait pour dupliquer. Et pour dire c'est possible. Okay. Donc, faire un immeuble en front, avec au rez-de-chaussée une banque... un marjan, par exemple, etc. Au premier étage, une radiologie, pourquoi pas. Au premier étage, des cabinets de médecins, parce qu'on voudrait créer un écosystème à côté juste à côté, enfin avec nous, en gros. Au 3e étage, un centre de formation, parce qu'on a besoin de faire de la formation pour le personnel paramédical, ce qu'on fait déjà depuis 7-8 ans, mais là, on veut l'institutionnaliser un peu plus, sachant que déjà, toutes les promotions qu'on a formées jusqu'à aujourd'hui trouvent du travail avec un certificat de l'AMH, parce que c'est même pas reconnu par l'État. Ouais. Mais il y a une vraie demande. 100% de notre promotion trouvent du travail, sont intégrés et y restent. Et le dernier étage, on s'est dit faire quelques studios appart-hôtel pour les gens de la région ou pour les familles qui veulent rester ou pour les personnes qui viennent de pays subsahariens, parce qu'on travaille beaucoup aussi. On commence à avoir pas mal de patients qui viennent de pays, des pays africains. Okay. Et donc, du coup, c'est un projet de 106 millions de dirhams et qu'il va falloir trouver. Donc, on a déjà approché de la région, Casablanca, qui est prête à financer un tiers. Il faut qu'on trouve les autres partenaires aujourd'hui. Et pour cela, on a approché 2M, qui est prête à jouer le jeu. Donc, on est en train de discuter avec eux de la manière dont on va faire les choses. Peut-être pas une émission comme on les a fait jusqu'à maintenant. Un nouveau format. Parce qu'on n'a pas... Ce n'est plus aujourd'hui, on va dire, dans l'air du temps. Quoique en France, ça marche encore très bien, mais au Maroc, c'est un peu plus compliqué. Donc, essayer de trouver un nouveau format et puis de distiller des messages tout le long, pendant 6 mois, jusqu'au jour où on fera la collecte au mois de mai. Parce qu'on a décidé de reporter ça au mois de mai. Donc 2025. Oui, ça devait se faire en décembre. Et ce qui nous laisse le temps d'avoir une vraie stratégie de communication, de savoir quels sont les messages qu'on veut envoyer, aussi bien au niveau de la santé pour les patients qu'au niveau, on va dire, du plaidoyer pour les autorités gouvernementales. D'accord, très intéressant. C'est intéressant aussi toute cette partie sur finalement comment réussir à mener un projet comme ça, comment réussir à lever 20, 30, 40, 50 millions, 100 millions de dirhams. C'est super intéressant. Il faut avoir des étoiles dans les yeux. Exactement. Tu veux que je dise ?
C'est vraiment ça. Une fois, c'était mon record. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai levé 11 millions de dirhams en une semaine. Je suis allée voir un banquier et je lui ai dit j'ai besoin de 11 millions pour l'extension. C'était pour refaire l'extension. Il m'a dit ok, je vais te donner une idée. Il m'a dit je te donne 3 millions et tu vas avoir un tel et un tel. Ouais. Et tu leur dis que moi j'ai donné 3 millions qu'ils ne peuvent pas faire moi. Donc je suis allée voir les autres. Je lui ai dit monsieur un tel m'a dit que. Voilà, il m'a donné 3 millions, vous ne pouvez pas faire moi. Donc, ils m'ont dit oui. Et ils m'ont donné 3 et 3, ça faisait 9. Et je suis allée voir un centre d'appel. Et je leur ai dit, voilà, j'ai 9, il m'en manque 2. Vous venez de vous installer au Maroc. C'était Webhelp. Donnez-moi 2 millions de dirhams. Ils ont dit OK. Et j'ai eu 11 millions de dirhams. Une semaine. Incroyable. Et ça, c'est parce que je pense que... C'est la passion, l'optimisme. Mais et puis surtout les résultats. Aujourd'hui, on a des résultats qui sont probants. Des dizaines de milliers de personnes. On est crédible. On a 35 000 adhérents. Attendez, parce que les chiffres, je vais vous les donner exactement. Je les ai marqués là pour ne pas les oublier. Ça fait 33 ans d'engagement. Ouais. C'est quand même énorme. On a plus de 33 000 adhérents. On a 20 000 patients qui ont été pris en charge depuis la création du Centre Nour. On a plus de 220 collaborateurs. On distribue 2000 aides techniques par an, les fauteuils roulants, les cannes, les béquilles, etc. On insère à peu près 50 personnes par an, ce qui n'est pas énorme. Mais c'est tout ce qu'on arrive à faire, pour vous dire le chemin qui est encore très, 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 très long pour l'insertion professionnelle. Ouais. Ça, on va en parler aussi. On a eu 160 personnes formées comme aides-soignants, toutes intégrées. Qu'est-ce que je veux dire de plus ? On a 36 000 actes gratuits par an, 54 millions de dirhams de prise en charge depuis le début de la création du Centre Nour, sachant que nous n'avons jamais augmenté nos tarifs, mais qu'on va être obligé de le faire parce qu'on ne peut plus tenir. C'est plus possible. On a plus de 1000 nouveaux patients par an au niveau du Centre Nour. Ça, c'est pour tous les chiffres. Magnifique. Et on fait à peu près 6 000 appareillages orthopédiques, prothèses, orthèses, par an. Donc, je veux dire, ce sont des chiffres qui parlent. Et exactement. On est là depuis 30 ans. Et ça fait 30 ans. Donc là, il y a... Et là, je suis en train d'assurer la pérennité aussi. Ouais. Parce qu'il faut l'assurer, la pérennité. Donc, les challenges, c'est assurer la pérennité. Donc, dans mon conseil d'administration, aujourd'hui, il y a énormément de jeunes. Ouais. La quarantaine, des têtes bien faites. Pas tout handicapé, mais c'est pas grave. Moi, je me dis ce qui compte, c'est que ça continue à fonctionner. Bien sûr. Parce qu'il y a plein de personnes handicapées qui ont vachement bien réussi au Maroc, mais qu'on ne voit pas. Je ne sais pas pour quelle raison. D'ailleurs, je lance un appel pour qu'elles viennent nous rejoindre. Bien sûr. Parce que c'est un projet qui est magnifique, parce qu'on a plein de projets. Et ça ne s'arrête pas là. Hein. L'extension, c'est juste pour faire un modèle. Ouais. Et une fois que ce modèle est fait, on peut le dupliquer là où on veut. Et c'est quoi la vision si on regarde dans ça justement, la vision, c'est de scale up. De scale up et continuer à développer ce modèle. Et continuer à développer ce modèle. Parce que là, vous avez et en Afrique. Et en Afrique aussi. Francophone d'abord, parce que notre langue commune, c'est le français. L'anglais, c'est pas encore tout à fait ça. Mais on a des demandes. On avait signé d'ailleurs un accord avec l'hôpital de Dakar. Ouais. Mais après, tu sais, des fois, tu signes des conventions et elles restent lettres mortes. Donc, il faut qu'on réactive tout ça. Mais l'idée, c'est de scale up, tu vois, c'est de faire ça et de dire, voilà, on y est arrivé, il n'y a pas de raison, on vous donne tout. Ouais. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ailleurs. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est la réinsertion socio-professionnelle des personnes à mobilité réduite, et puis surtout qu'ils puissent vivre dans la dignité. Moi, la dignité, pour moi, c'est quelque chose de... C'est qu'ils puissent vivre dignement. Arrêter de mendier dans la rue. Ouais, ça passe par l'indépendance. Avoir des gosses qui ne vont pas à l'école. Avoir des adultes qui ne peuvent pas travailler. Rester à la maison. Ne pas se marier. Ne pas avoir d'enfants. Nous, on a créé au centre un service grâce à l'Institut Montsouris, où on a formé deux gynécologues à l'hôpital, Ibn Rushd, et on accompagne les personnes qui veulent avoir des enfants. Et on a eu un couple qui s'est connu à l'association, qui se sont mariés, et ils ont eu un enfant. On les a accompagnés tout au stade, tout le long. Pourquoi est-ce que les femmes handicapées n'auraient pas d'enfants ? Moi, j'ai eu 2 enfants. Et il y en a une qui s'appelle Nour, l'autre qui s'appelle Imen. On n'a pas choisi les noms par hasard.
Mais ça a été pour moi, pour ma famille, quelque chose d'extraordinaire, la venue de ces 2 autres enfants. Et ça fait des enfants qui sont aujourd'hui autonomes, indépendantes, empathiques, et qui ont envie d'aider leur pays. Complètement. Et si on reste sur la réinsertion professionnelle, c'est un sujet important dont on n'a pas encore trop parlé. Ça passe par quoi? C'est-à-dire comment? Parce que je sais que vous aidez aussi sur cette partie-là. Oui. On a un service qui est dédié à ça. Après, c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de chiffres au Maroc sur le handicap, tu vois. Okay. Même quand on fait des recensements, quand je vois les questions qu'on pose, moi, je me dis, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là parce que tu peux pas avoir une idée exacte de ce qu'est le handicap au Maroc si tu poses pas les bonnes questions quand tu fais des recensements. Okay. Et donc, on va dire, allez, grosso modo, 40% des enfants handicapés vont à l'école, en primaire. C'est compliqué, mais les directeurs ou directrices d'école ferment les yeux en se disant ils sont petits, etc., etc. On va les mettre dans des classes en bas, etc., etc. Après, ça se complique parce que souvent, les écoles ne sont pas accessibles, je veux dire architecturablement. Donc, tu as des escaliers, tu n'as pas de toilettes, etc. Et les profs ne sont pas formés. Donc, de 40, tu passes, je crois, si mes souvenirs sont bons, à 14% qui arrivent au niveau des études supérieures. Et là, elles vont aller faire du droit ou de l'économie, tu vois, quelque chose qui est facile, mais qui n'est pas nécessairement demandé sur le marché du travail. Okay. Donc nous, on se retrouve avec des personnes handicapées, souvent qui ne parlent que l'arabe ou le français, mais maintenant les jeunes, ils parlent de plus en plus l'anglais, qui n'ont absolument aucune formation, ou alors des formations qui ne sont pas adaptées, et qu'il faut qu'on aide à se réintégrer. Donc, on a un incubateur au niveau de l'AMH, avec aussi un programme qui s'appelle IFADA. Et on essaie d'accompagner les jeunes soit à devenir des entrepreneurs, parce qu'ils ont des idées, donc c'est un vrai incubateur, soit on les aide à refaire leur CV, à leur apprendre comment se présenter, comment s'habiller, comment répondre à un recruteur, etc. Et on travaille avec des entreprises qui sont sensibles au handicap et qui ont mis en place l'accessibilité. Et l'accessibilité, c'est tout con, hein, c'est mettre des rampes et des toilettes. En gros, ça s'arrête à ça. Ouais. D'accord? Ou alors un ascenseur. Ouais. Ou juste adapter un poste de travail. Ou maintenant faire du travail à domicile. Donc on a beaucoup de codage. Le codage, ça marche hyper bien. Et on travaille avec la CGEM, avec laquelle on va signer une convention. Et on a aidé la CGEM à faire un manuel sur l'accessibilité des entreprises pour les personnes à mobilité réduite. Donc, on va signer cette convention. Normalement, on doit la signer en décembre, mais je pense que ça a été reporté pour qu'ils puissent, eux, sensibiliser les entreprises. Parce que tu vas pas avoir des lois. Je veux dire, si les lois ne sont pas appliquées, je veux dire, ça ne sert à rien. Donc, aujourd'hui, si on arrive à insérer 45 à 50 personnes par an, mais moi, je trouve que ce n'est pas assez. Et qu'on devrait faire plus, mais il faut que ça commence à l'école primaire. Ouais. Et c'est pour ça on n'en a pas parlé, mais c'est peut-être l'occasion d'en parler maintenant. Il y a l'institution Tahar Sebti, que moi, j'ai reprise en 2011. Dont tu es présidente aussi. Et dont je suis la présidente aussi. C'est une école qui a été créée par Zohor Sebti, qui se trouve être ma tante, dans les années 53, parce qu'elle considérait que c'était les femmes qui allaient faire quelque chose pour ce pays. Il fallait éduquer les femmes et qu'il n'y avait aucune raison qu'elles restent à la maison, enfermées chez elles. Et elle avait bien raison. Donc elle a été une pionnière. Elle a ouvert cette école et au départ, c'était une école de filles. Okay. Et en fait, à côté de ça, elle s'est rendue compte que les mamans de ces filles-là faisaient de la broderie, de la couture, etc. Donc elle a développé toute une section broderie et culture, en plus de l'école primaire. Okay. Et c'était grâce aux travaux de ces femmes, parce que ma tante avait beaucoup de goût. Okay. Ils faisaient des soirées de gala extraordinaires avec le Rotary et ils vendaient, et c'est comme ça que l'école tournait. D'accord. Bon, cette dame, malheureusement, a connu un drame, un gros drame dans sa vie. Elle est partie à Marrakech, et quand elle est partie à Marrakech, elle m'a dit, écoute Amina, reprends l'école. Sinon, je vais devoir la redonner à l'État, et tout le travail qu'on aura fait, écoute, sera perdu.
Donc j'ai réfléchi peut-être 10 minutes en me disant « Ouh là là, ça va être encore une charge ». Mais j'ai réfléchi, je me suis dit « Mais non, au contraire, ça va être l'arme l'arme, entre parenthèses, de l'AMH pour l'éducation et la formation ». Ok, donc finalement, en fait, tu t'es dit, en fait, il y a une logique J'ai dans tout créé ça. des ponts. Ouais. En fait, j'ai créé des ponts. Parce que ça peut permettre de régler, Absolument. de viser ce problème-là aussi dès le début. Quoi. Absolument. Et de faire un modèle. Faire un modèle. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Première chose, accessibilité. On a rendu l'école accessible. On a mis des rampes, on a mis des toilettes, on a fait ce qu'il fallait. Deuxième chose, on a formé les profs. Okay. Et après, on a commencé à accueillir des enfants handicapés. Surtout que moi, si tu veux, avec l'AMH, je pouvais envoyer des enfants sans aucun problème. Je dirigeais. Bien sûr. Surtout qu'on avait beaucoup de problèmes à diriger les enfants dans les écoles, on va dire, non accessibles. Ouais. Donc aujourd'hui, on a 20% d'enfants à besoins spécifiques, on va dire, à l'école Tahar Sefti, dont la directrice est Souad Taoussi, qui fait un travail magnifique. Et en fait, on est en train de prouver que c'est possible d'avoir des enfants handicapés intégrés avec des auxiliaires scolaires dans des classes normales. Vous formez aussi, non? Je crois que vous avez une partie formation pour les auxiliaires. Ouais. Donc, on forme aussi les auxiliaires. Donc, on forme les puéricultrices, les auxiliaires, les aides-soignantes. C'est un besoin énorme aussi. C'est un besoin énorme. Ouais. Donc, on a des enfants qui ont... Par exemple, on parle d'autisme, mais l'autisme, c'est quoi l'autisme? Il y a un spectre énorme pour l'autisme. Donc, on a des enfants, on va dire, qui ont des difficultés ou qui ont des besoins spécifiques, que ce soit physiques ou mentaux, et qu'on arrive à intégrer, et ça marche très bien. Alors, au départ, les parents, ils avaient un peu peur, en se disant « Ouh là là, il va y avoir des enfants handicapés et tout ». Mais en fait, on éduque tout un pan de la société. On éduque les parents. Les enfants valides, entre parenthèses, ils ont l'habitude d'être avec d'autres enfants différents, et ça ne pose aucun problème, puisque c'est depuis la prématernelle. Et ainsi, on est en train de montrer qu'avec très peu de moyens, aussi bien à l'école qu'à l'AMH, on peut faire des choses extraordinaires. C'est pas toujours... Et l'argent finit toujours par arriver. Nous, on travaille beaucoup avec des fondations comme Drossos, par exemple. La première fois, ils ont commencé un programme avec nous. Ils ont vu qu'on était une association sérieuse. Aujourd'hui, on en est au 3e programme avec eux. 2 avec l'AMH et 1 à l'ITS. Donc, on a des fonds qui viennent de l'étranger, on a des produits, on a des projets qui sont, spécifiques. Quand tu montres ce que tu peux faire avec ce que tu as, après... et que tu es crédible. On t'aide, exactement. Et que tu fais du reporting. Ouais. Et que tu te fais auditer. Tu vois, c'est tout ça. Et que tu es transparent. Et que tout le monde peut venir. Et que c'est pour tout le monde. Et qu'il y a de la diversité. Tu vois, c'est ça qu'il nous faut. Ouais. Moi, j'aime la diversité. Moi, je trouve qu'une société sans diversité est une société lisse. Et puis, de toute façon, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ouais. Donc, moi, je trouve que c'est franchement passionnant. Des fois, c'est difficile. Je ne te le cache pas. Ouais. Des fois, tu peux être un peu... Comment dire? Tu as envie de laisser tomber. Parce que, voilà. Mais finalement, les challenges, tu les dépasses. Hein. Tant que tu as la force, tu les dépasses. Et quand tu n'as plus de force, tu n'as plus d'énergie, tu vas la chercher là où tu peux. Moi, pendant un moment, je n'avais pas d'énergie, je me suis un peu retirée. J'ai rechargé mes batteries et je suis revenue différemment. Plus dans l'opérationnel comme j'étais avant. Mais je suis là. Et je leur dis, mais c'est de la folie que je sois encore là. Non, c'est débile. 30 ans présidente, ou vice-présidente et présidente, c'est beaucoup. Ouais. Mais moi, je demande qu'à laisser ma place. Et tu prépares déjà la suite. Et je prépare la suite. Ouais. Non, c'est super intéressant. Moi aussi, je voulais te poser 1 ou 2 questions avant de finir. Toi, avant qu'on commence le podcast, tu m'avais dit, moi j'ai le virus de l'engagement, donc un peu depuis toujours. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les gens sont assez engagés dans l'associatif, par exemple? Est-ce que tu as du mal à trouver des jeunes qui s'engagent, etc. Comment... Alors, c'est une question difficile parce que c'est porter un jugement déjà, tu vois. Moi, je ne veux pas juger parce que chacun fait comme il peut. Mais mon père m'a donné le sens de l'engagement, un sens de l'engagement lui, il était un homme très engagé. Et donc ça, il nous l'a collé dans le cerveau, cette histoire d'engagement.
tu dis quelque chose, tu le fais. D'accord ? Quel que soit le prix. Et des fois, le prix est difficile à payer. Mais moi, je sais que je suis quelqu'un de très engagé, et ce que je dis, je le fais. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Et je trouve que c'est dommage que les jeunes ne s'engagent pas plus. Je parle des jeunes parce que je pense à la génération de mes enfants, par exemple. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus difficile, j'en sais rien. Mais moi, je veux dire, mon mari et moi, ça ne nous a pas empêché d'être engagés. On avait 4 enfants quand même, hein. Plus le boulot. Lui, il avait son boulot. Moi, j'avais le mien, puisque c'est réellement un travail que j'ai eu toutes ces années. 300 sans être payé, mais c'est c'est une PME, tu vois. Bien sûr. Et l'engagement, si tu n'as pas l'engagement, tu peux pas continuer. Et là, tu vois, jusqu'à aujourd'hui, dans le cas du Téléthon, tu vois, au départ, il y avait un tas de personnes, tout le monde super engagé, on va faire ça, et on va faire ça, et on va faire ça. Et 3 mois après, je me retrouve avec 2 personnes. Donc, je me pose des questions. Je me dis, qu'est-ce qui fait que les gens ne vont pas jusqu'au bout ? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a... moi, je ne sais pas. Encore une fois, moi, je n'ai même pas senti que j'avais 4 enfants. Ouais. Tu vois, je les ai embarqués avec moi. Ouais. D'ailleurs, tous aujourd'hui ont le sens de l'engagement aussi fort que le mien. Et m'aident. Et ils sont impliqués Mon fils est impliqué à l'AMH, il est dans le conseil d'administration. Ma fille est impliquée à l'ITS, et dans le conseil d'administration. Et les 2 autres, elles sont engagées, même si elles ne sont pas... C'est génial. Je pense que aussi, partager ton histoire, ton parcours, et montrer que, en fait, c'est possible de faire vraiment des choses qui ont un énorme impact ça, en passant du temps. Je pense que c'est un exemple aussi, ça montre, et ça, j'espère, Inch'Allah, que ça va... j'espère, parce que moi, j'ai vraiment envie de dire aux gens, allez-y, quoi, n'hésitez pas. Et puis, si vous cassez la figure, so what ? Exactement. So what ? Je veux dire, on essaye 1 fois, on essaye 2 fois, on essaye 3 fois, la 3e fois, ça marche. Ouais. Comme les Américains. Ouais. Je veux dire, on peut se casser la figure, on peut faire des erreurs, mais moi, je pense qu'il faut être habité. Et quand on est habité par quelque chose, que ce soit une passion... moi, ma fille, par exemple, Nour, elle était passionnée de cheval depuis petite. Elle nous disait cheval. On lui disait OK. Ils sont tous montés à cheval. Elle a fait les Jeux Olympiques, non ? Et elle est devenue olympienne. Je veux dire... donc, sa passion l'a habitée jusqu'au bout. On l'a suivie. Elle y est arrivée. Et elle continue. De toute façon, elle va aller... je veux dire, mon autre fille, elle a été étudiante Covid, la pauvre. Donc, derrière un ordinateur. Elle a trouvé un boulot chez Google à 23 ans. Là, elle va se lancer dans l'entrepreneuriat. Je veux dire, il faut être habité par quelque chose. Ouais. Il faut le sentir, il faut suivre son intuition. Et il ne faut pas avoir peur de se casser la figure. Ce n'est pas grave. À partir du moment où on y croit et qu'on a les étoiles dans les yeux, les gens vous suivent. En fait, c'est ça, être un leader. C'est comment arriver à fédérer et entraîner les autres avec vous. Exactement. Et moi, j'y crois à fond. D'ailleurs, je suis encore là. Mais je ne sens pas... Tant que j'ai la pêche... c'est ça, ouais. Je continue. Bien sûr. Et puis, quand je n'ai plus l'énergie, je me retire, je me ressource. Je sais comment me ressourcer. J'ai appris aussi à me ressourcer. Je me ressource, je reviens. Et voilà, je suis in, off. Magnifique, c'est vraiment super intéressant. Est-ce que tu as un mot pour la fin, ou peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit, qu'on n'a pas abordé avant de finir ? Moi, ce que j'aimerais dire par rapport, en tout cas, à mon expérience de vie, c'est que je pense que tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui fait l'économie d'une épreuve dans la vie. Tout le monde passe par des épreuves, plus ou moins difficiles. Il y en a qui ont des carrément plus difficiles que d'autres, mais pour moi, ce qui est hyper important et ce que j'ai appris à mes enfants, c'est de leur dire que l'intelligence émotionnelle, c'est justement de savoir s'adapter aux situations. Et s'adapter, ça ne veut pas dire baisser les bras. Ça veut juste dire, OK, j'ai cette réalité en face, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je fais pour en faire quelque chose qui a un impact ? Oui. Pas que pour moi, pour l'environnement. Et puis, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est faites quelque chose, n'importe quoi. Mais si chacun, comme disait Pierre Rabhi, mais ça touche, on peut arriver à un changement. Et il faut pas dire j'ai pas le temps. On a toujours le temps. Mon père me disait tout le temps, parce que je reviens toujours à ce que je disais, il a des choses, tu vois, qui m'a inculqué, qui était très forte. Il me disait, tout est une histoire d'organisation. Tu peux tout faire si tu es bien organisé.
Et moi, je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai fait 36 000 trucs en dehors de l'AMH et du Centre Jean, dont on n'a pas parlé, d'autres associations. On a vachement voyagé. Je veux dire, j'ai fait 36 000 choses. Mais j'étais hyper bien organisée. Et ça a permis de faire tout ça. Et ça m'a permis de faire tout ça. Donc, tout est possible. Et quand ça ne va pas, on se retire. Et puis, on se ressource et on revient. Magnifique. Voilà. Moi, je pense qu'on ne peut pas mieux finir. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. En tout cas, c'était un plaisir. C'était passionnant. Bravo. Je n'ai pas senti 7h30. Moi non plus. J'aurais pu continuer. Moi aussi. Vraiment, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi de m'avoir invité, vraiment. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi liker cet épisode et le partager à 2 personnes autour de vous. Ça nous aide beaucoup pour continuer à vous proposer des invités super intéressants. Merci et à la prochaine.